Action, clap. Alors, On y est, ça tourne. Bienvenue dans Un moment de fan, un petit moment sympa passé à la librairie aux merveilles pour discuter bouquins et puis peut-être un peu d'un thème particulier en ce mois de février. Oui, on est en février et à part la chandeleur et les crêpes, il y a aussi autre chose. Et ben la Saint-Valentin, la fête des amoureuses, des amoureux. Et bien, il se trouve que dans les genres de l'imaginaire, il y a plein de romances, même si c'est un thème qui vient beaucoup à la mode actuellement avec la romantaisie, qui est un genre qui est en train d'exploser. Il y avait déjà largement de quoi faire avant ce pan de la littérature spécifique, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, on va vous présenter plusieurs ouvrages qui traitent d'amour ou pas d'ailleurs. Il faut savoir, pour la petite histoire, qu'au départ on était parti pour faire une anti-Saint-Valentin, puisqu'on a pensé à Morgane Cossarieux, qui n'est pas vraiment connue malgré tout l'amour qu'on lui porte justement, pour écrire elle-même des romans d'amour. C'est même plutôt l'inverse, avec Dans les veines et dans tes veines. Voilà, donc voilà. On va vous les présenter entre autres. Alors moi je vais vous présenter un premier petit bouquin qui est un classique de la science-fiction, Des fleurs pour Algernon, qui narre l'histoire de Charlie, qui est un déficient intellectuel qui occupait son temps entre son école avec son institutrice qu'il aime bien, et puis un petit job, on va dire, alimentaire dans une boulangerie. Et Charlie participe à une expérience qui va lui permettre d'avoir un intellect qui se développe. C'est une volonté d'essayer de trouver un produit qui permette aux gens qui ont des soucis mentaux d'acquérir une personnalité plus proche des autres personnes. Alors, ce qui est particulier dans ce livre, c'est qu'on suit les notes de Charlie. Et donc, son écriture, sa façon de s'exprimer va évoluer au fur et à mesure de l'avancement de l'expérience. Et sa motivation principale, c'est la relation qu'il a avec son institutrice, qui, de très platonique, devient une vraie histoire d'amour. Ça structure le livre et ça structure les motivations de Charlie. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous recommande chaudement. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelle année il est sorti ? Aïe. Oh, je pense que le livre va te répondre. Ouais, le livre va me répondre. 1966. Voilà, effectivement, on peut parler d'un classique américaine. Des 60s. Alors du coup, on vous a fait le petit teasing de cet ouvrage, et en réalité de ces deux ouvrages. Il faut savoir que la couverture rouge chez Neos, eh bien, elle est collector, puisque cette édition-là n'existe plus. Il n'est plus édité, puisque ce bouquin, Dans les veines, a été réécrit par l'autrice Morgane Cossarieux, et du coup réédité dans une nouvelle version, Dans tes veines, au Diable Vauvert, donc l'année dernière. Alors, vous le savez, je m'en suis jamais caché. Dans ces chroniques, j'aime chroniquer des bouquins que j'ai aimés, et c'est souvent parce que j'ai aussi aimé les gens qui les ont écrits. J'aime les gens qui les écrivent. Ça a été le cas avec quasiment tous ceux qu'on a présentés jusqu'à présent, je dois dire. Des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les festivals, dans les conventions. Ça a été bien le cas pour Siebert notamment. Et ce qui est rigolo, c'est que Morgane connaît d'ailleurs très bien Christophe Siebert également. Et comment vous dire, donc du coup je vais faire une cascade. Regardez, pour qu'on voit bien le t-shirt, je vais me lever. Regardez, il y a donc il faut savoir que c'est un bouquin dans les veines qui est sorti il y a 12 ans de ça, et il y a 12 ans Morgane avait édité ces t-shirts avec le slogan du livre: les gentils vampires ça n'existe pas. Et croyez ou non, eh bien je l'ai gardé et je le porte encore, même hors de ces chroniques. Je le porte régulièrement l'été et régulièrement au festival, et j'adore ce t-shirt évidemment. Morgane est également, il faut le préciser quand même, elle est tatoueuse. Regardez Gizmomo. Cadre. Voilà. Merci. Voilà, Gizmomo. Voilà, assez magnifique. Un de mes tout premiers tatouages par Morgane, donc c'était vraiment classe. Donc si voilà. Vous avez le mal de mer, vous me remerciez. Voilà. Donc Morgane est également, donc elle fait aussi du tatou. N'hésitez pas à suivre ce qu'elle fait.
Et puis, bien évidemment, le principal, c'est qu'elle écrit. Surtout, elle vit à Berlin actuellement, elle a une carrière maintenant prolifique, et c'est sans doute ce qui lui a permis, la maturité d'écriture, lui a sans doute permis d'arriver à la refonte de ce bouquin, de Dans les veines, qui est passé de Dans les veines à Dans tes veines. Donc c'est une histoire de vampire qui est un thème que Morgane affectionne particulièrement. C'est une fana de pop culture, mais en particulier de vampires. Elle a même dans ses jeunes années, on va dire, publié un essai, un écrit sur les vampires, Vampire et Bayou. Qui est peut-être moins connu, mais du coup ça fait partie. Ah. Voilà. Ça c'est un ouvrage aussi collector assez ancien. C'est l'essai littéraire de Morgane au sujet des vampires. Voilà, regardez, on voit le style de la demoiselle. Hein, elle ne peut pas renier. Hop, tu as raison. Elle ne peut pas renier son attirance pour tout ce qui est un petit peu grunge vampire, et elle a un style bien à elle et super cool. Et ça se retrouve également dans son écriture. Hein. Donc justement, on est dans du roman de vampire. Alors elle-même, quand elle était sur cette version-là, elle-même disait qu'elle l'avait écrit en réaction épidermique à Twilight, tout simplement, la saga de Stephanie Meyer, parce que justement, son slogan, c'est que les gentils vampires n'existent pas. Et si vous vous rappelez un petit peu de la saga d'origine, donc avec Edward Cullen, donc effectivement, c'était une love story, une grosse love story entre Edward et Bella, sur le fait que Edward était un vampire et Bella immortelle, et il y avait des loups-garous dans l'histoire et dans le bazar. Et mais ça, pas de chat. il y avait pas de chat. Il est vrai, il y avait pas de chat. Il y avait pas de chat. Contrairement à Morgane qui parfois dans son écriture met des chats. Ouais. Effectivement. Et c'est vrai que elle a vraiment écrit ce premier roman comme un coup de gueule par rapport à Twilight, et du coup ça donne une écriture très viscérale. Honnêtement, c'est très trash. C'est trashouille, ouais. C'est trash. Bon, après j'ai lu Métaphysique de la viande de Siebert et on est à un autre niveau de trash, ouais. Je trouve. Mais du coup, là, dans les veines, c'était dans les veines, c'était trashouille. Ouais. Bah, de même que Je suis ton ombre, hein, d'ailleurs. Ouais. Le roman qui lui fait suite et qui est dans le même univers. Hein, alors, je dis souvent qu'il y a un Sieberverse, mais il y a sans doute un Morganverse, un Cossarioverse. Je saurais pas comment il faudrait dire, mais en tout cas, elle a souvent cité une famille de vampires, hein, cette famille de vampires dont il est question dans les veines, avec Damian, JF, avec Gabriel qui est un enfant vampire, un thème de l'enfant vampire. Hein, on peut penser à Anne Rice et Claudia notamment, le personnage de Claudia. La trilogie Valentine. Voilà, tout à fait, exactement. Complètement. Et en fait, Morgane est complètement baignée dans cette culture-là et dans cette littérature-là. Un bain de sang, on pourrait dire. Pardon pour le jeu de mots, mais c'est tellement facile. Oui. C'est si facile. Mais le fait est, voilà, c'est vraiment quelque chose qui la marque dans son style, dans sa personnalité et dans son écriture évidemment. Donc, on va se retrouver dans une intrigue. Pourquoi on dit que c'est anti-Saint-Valentin ? Bah parce que y a une histoire d'amour qui va se créer entre Damian et Lily, mais finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une histoire d'amour et pas plutôt tout simplement une histoire de dépendance toxique, puisque ça va complètement condamner la Lily en fait dans le déroulé de l'histoire, avec sur fond justement de crimes perpétrés par les vampires sur lesquels vont enquêter des flics, notamment un qui est le père de Lily, qui se trouve être un personnage peu recommandable. Le roman va nous l'apprendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Pas trop de spoil. Pas trop. Je dis juste qu'il est peu recommandable. Je dis rien de plus. Je ne spoile pas. Voilà, c'est typique de la façon de faire de Morgane, c'est-à-dire qu'elle va prendre des personnages dans ce qu'ils ont vraiment de plus viscéral. Et j'ai toujours tendance à dire que sa façon d'écrire nous donne à penser que le monstre, c'est pas forcément le vampire lui-même, quoi. C'est peut-être tout ce qui gravite autour du vampire. Alors il est possible que le vampire contamine tout autour de lui,
bah il y a vraiment une logique de contamination avec Damien et Lily. Mais finalement, les vrais monstres dans l'écriture de Morgan Cossarieux et dans ses romans suivants, bah c'est souvent les humains aussi. C'est souvent les humains et c'est super intéressant comme perspective. Et du coup, bah finalement, elle est arrivée à un point de sa vie, sans aucun doute, et de sa carrière, où elle s'est sentie de repenser, de refondre justement ce roman. Ce qui fait qu'elle a... Un peu dans l'ombre. Hein. Oui, mais justement, c'est thématique, c'est très bien. C'est parfait. Vas-y, remets-le dans la lumière. Oui, donc... Ah, je brûle. My eyes. Et du coup, effectivement, elle a refondu, elle a réécrit ce roman avec des passages inédits, avec des choses, des scènes qu'elle a réécrites, des scènes qu'elle a enlevées. Alors ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit qu'elle avait peut-être pensé à moi ou à tous ceux qui avaient été dans ma situation. Il y a une scène dans le roman d'origine, il y a une scène de torture qui implique moult sévices, et notamment au niveau des ongles d'un personnage qui se retrouve arraché par le prédateur. Avec force de description et détail, Morgan est assez forte aussi pour les scènes gore et les descriptions un peu chirurgicales, tu vois, de ça. Et en fait, cette scène-là a été ellipsée et remplacée par autre chose. Donc, ça m'a fait un peu sourire sur le coup. Je dirais pas que j'étais déçu de pas la retrouver, mais ça m'a fait un peu marrer quand même de dire ah, elle a, peut-être elle a vu que ça piquait trop, je sais pas. En tout cas, voilà, elle a réussi de perfectionner son son histoire, elle a essayé de la complexifier un peu, notamment au niveau de l'enquête. On a plus d'éléments d'enquête, on a senti, j'ai senti personnellement qu'elle avait voulu un peu plus explorer le côté policier, davantage que le côté fantastique. Après, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ah bah alors moi j'ai toujours l'ancienne version dans la tête, j'ai pas la. T'as encore l'ancienne version. Je ne peux que t'encourager à lire la nouvelle, effectivement. Tu pourras... ouais. Oui, il y a plus d'éléments d'enquête. C'était pas on va dire c'était pas forcément le cœur du premier roman. Le phénomène groupal, des vampires, voilà. C'est ça. Et puis il y a sur les victimes. Et puis il y a JF, JF qui est un punk complètement, un vampire punk complètement starbé que j'adore personnellement. Je rêverais, franchement, j'aimerais beaucoup voir l'univers de Morgan adapté en série ou au cinéma. Je serais curieux de voir quel genre de fondu pourrait jouer JF, quoi. Ça pourrait être génial. Enfin, voilà, c'est vraiment un univers punk, grunge, gothique. N'hésitez pas à aller voir ses autres productions. Elle n'a pas écrit que sur le vampire, mais elle écrit beaucoup sur les freaks en général. C'est un sujet qui la fascine, c'est une communauté qui la fascine, Morgan. Sur les milieux underground, notamment, je pense à Technofreaks, où ça se passe à Berlin, donc ville qu'elle connaît très bien, et ça se passe dans les milieux techno et tout ce qui est rave party. Et alors en règle générale, c'est pas feel good, Morgan Cossarieux. Elle ne s'en cache pas. On n'est pas là forcément pour se faire du bien qu'il y ait un côté très cathartique dans son écriture. Je vous conseille néanmoins, en roman soft, je vous conseille Vilain Chien. Qui m'a Rouge Toxique qui est bien. Ouais, pareil. Rouge Toxique et Rouge Venom, on retrouve justement le thème des vampires avec Barbie, qui est d'ailleurs un immense hommage à Buffy. Elle ne s'en cache pas non plus. Mais justement, hors des vampires, une écriture un peu plus adaptée à la jeunesse, en fait, un roman jeunesse. Alors déjà, moi, au départ, quand j'ai entendu Morgan Cossarieux et roman jeunesse, j'ai dit, waouh, c'est oui. Et en fait, alors, je rigole évidemment, Morgan, mais ça prouve bien que un effort de type olympique. Ouais, non, mais je rigole gentiment, mais ça prouve le respect que j'ai pour elle et sa capacité à performer, dans des styles parfois très différents. Et Vilain Chien, c'est assez joli même comme principe, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son papa et qui nous trouve. En plus, ça parle québécois, alors forcément. C'est génial, qui ne trouve son amitié, son confort qu'avec un chien dont il s'occupe, un petit chien justement. Et c'est une belle réflexion par rapport à la mort, par rapport à
à l'acceptation, par rapport à l'affiliation. Et c'est chouette. Morgan n'hésite pas du tout à aller dans des thèmes, même des thèmes de société. Plus récemment, on a eu Vertèbre, qui va explorer le thème de la lycanthropie aussi. Vertèbre qui parle aussi de transition de genre, qui parle de transgenre. Donc voilà, c'est tous des thèmes sociétaux, humains qui la touchent, qui l'intéressent, et elle nous les fait partager dans son écriture avec la dimension fantastique. Et qui est pas si courante en fait. Oui. Au niveau des productions actuelles. Oui, c'est vers le fantastique. Pour ça, c'est quand même l'une des plumes françaises reconnues, hein, Morgane Cossarieu. D'autant qu'elle est encore jeune, elle a encore bien de la carrière devant elle. On lui souhaite, bien sûr qu'on lui souhaite, Morgane. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Et ma foi, voilà, n'hésitez pas à vous laisser porter par son écriture. Alors, on vous l'a dit, trash la plupart du temps. Faut s'accrocher un petit peu. Mais bon, on vous a présenté Chiébert, donc maintenant vous savez ce que c'est le le trashouille. Donc voilà. On va changer d'ambiance. Sur une autre ambiance. Alors il y a des moments un peu durs quand même. Il y a aussi des moments un peu durs, voilà. Chez Critique. La machine à aimer de Lou Jan. Alors là, on est au cœur de notre thème puisque le personnage principal, qui est une robot, est programmée pour tomber amoureuse. Oui. Voilà. Alors, et ça va inquiéter beaucoup. Pensé, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. D'autant qu'il y a une dimension complètement survivaliste, parce que le pitch de base, c'est tout simplement que justement les machines dont fait partie, le personnage principal, justement, leur capacité à aimer de façon inconditionnelle les humains et à pratiquer des relations intimes avec elles, effraie l'humanité, vont finir par effrayer l'humanité, et l'humanité va essayer de faire machine arrière. Ils sont trop proches des humains. Voilà. L'humanité va vraiment essayer de faire machine arrière là-dessus. On va se retrouver avec des millions et des millions de bots désactivés d'un coup. Sauf que c'est un véritable génocide, parce qu'on ne se tente pas de les arrêter. Le mot est d'ailleurs employé. C'est totalement génocide. Jusqu'à ce que le but, c'est de les faire complètement disparaître. Voilà, exactement. Mais il se trouve qu'il y a un bug de programmation pour l'une d'entre elles, de ces machines, qui va arriver à se sauvegarder et à se protéger. Il va y avoir aussi un questionnement sur le genre et la transition, puisque le personnage n'est justement pas binaire. Il va y avoir une phase où il va être identifié clairement de genre masculin, alors que à l'origine elle est de genre féminin. Et il y a toute une réflexion, il y a une grosse réflexion sur l'amour, justement, sur qu'est-ce qui importe dans l'amour, la force du sentiment amoureux alors qu'on considère une machine, et que ce serait vu comme de la mécanophilie, tout simplement. Oui, parce qu'il y a un moment très intéressant où notre personnage est un robot ménager, donc a priori sans sexe défini, à part le sexe de son partenaire. Oui. Mais ce moment est assez intéressant à lire. Et il y a un petit côté, alors moins que chez Morgane Cossarieu, certes, mais il y a un petit côté trash dans le sens où les scènes, la portée psychologique des scènes écrites sont parfois un peu un petit peu peuvent être un petit peu difficiles selon votre sensibilité. Mais voilà, il y a toute une séquence dans une maison de passe où clairement la machine se prostitue. Et il y a une tension dans le texte parce que le personnage risque la mort, la mort, envisage son arrêt vraiment comme une mort, exactement comme un être humain. Donc elle est en danger mortel tout le temps d'être découverte. Il y a multiples façons de se faire découvrir. Et puis c'est pas la seule en fait. Oui, il y a plein de. En fait, c'est la dimension survivaliste qui est intéressante aussi. C'est vraiment l'idée que il y a des côtés post-apo, hein. Il y a clairement des côtés post-apo. Des côtés. D'ailleurs, même si vous voyez la couverture, moi j'aime bien. Je trouve la couverture super jolie. D'ailleurs. Et puis il y a vraiment un côté steampunk avec ce côté à la fois post-apo et steampunk. Voilà, il y a un petit mélange d'influences chez Lou Jan qui n'est pas désagréable du tout.
Donc ouais, franchement, foncez. Il est sorti il y a quelques mois ou l'année dernière. Eh ben, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière. C'était l'année dernière. Le temps passe vite, le temps passe vite. Ouais. Elle sera à Grèce Imaginaire d'ailleurs cette année. On vous parlera de Grèce Imaginaire le mois prochain. En juin 2023. Voilà, il est sorti en juin 2020. merveille. Et ouais, vraiment belle découverte. Assez court, se lit assez vite. Ça se lit vite. Ça se lit vite. Les phrases, il y a une façon de faire les phrases. Il y a une assez- cadence. Une cadence. c'est assez très rythmé courte, comme rythmé, qui est fort. Donc oui, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Un petit classique, Stardust de Neil Oui. Gaiman. Oui, complètement, bien sûr. Alors, tu l'as lu ou t'as vu le film? J'ai vu le film. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour plaire à sa belle, hein? Notamment aller chercher une étoile dans un secteur complètement interdit où tout le monde te dit qu'il faut pas aller. Et ben, c'est ce que fait le personnage de ce bouquin. Voilà, très sympa et à lire. Et le film, alors il est un poil kitschouille, mais ça se regarde toujours très bien. C'est un film de la BBC. C'est assez intemporel. Après, Gaiman, ça reste une valeur sûre en général. Gaiman, c'est une valeur sûre, ouais, toujours une belle écriture. Je l'ai fait dans le désordre, hein, parce que c'est comme ça que j'ai mélangé la pile en vous la montrant. Les amants étrangers de Philippe José Farmer, qui est censé avoir utilisé pour la première fois le ressort de la sexualité et des histoires d'amour dans la science-fiction. Voilà. Farmer a renouvelé un certain nombre de choses au niveau de la SF, et notamment l'introduction de la sexualité qui avait absolument pas, ou alors de manière très réprimée avant lui, jusqu'à des romans vraiment qui n'ont rien à envier à Morgan Cossarieux. Voilà, si vous n'avez jamais essayé Philippe José Farmer, parce que c'est pas un auteur forcément très réédité. Il y a Le Monde du Fleuve qui est sa série la plus connue, qui a des rééditions régulières, mais Les Amants étrangers, voilà, chez Terre de Brume, une jolie édition et une retraduction. Alors bah oui. Ça c'est vachement plus récent. L'espace d'un an. Le bouquin est joli. Oui, aussi, également. une histoire d'équipage. C'est de la SF qu'on appelle Hope Punk ou Solar Punk, c'est-à-dire pas de grande guerre galactique dans les livres de Beckett Chambers. À vrai dire, c'est complètement stupide de se mettre à faire des guerres galactiques, tellement voyager dans l'espace et communiquer avec d'autres espèces est compliqué déjà. On le voit à travers cette histoire, puisque l'équipage est multi-espèces et doit collaborer tout simplement pour préparer le voyage plus rapide que la lumière pour les autres vaisseaux. Et on a eu une histoire d'amour vachement intéressante entre l'ingénieur de bord et l'intelligence artificielle qui gère leur environnement, avec des questions aussi ardues que est-ce que je vais me faire numériser pour vivre mon amour pleinement, ou bien au contraire l'intelligence artificielle va-t-elle prendre un corps pour pouvoir éprouver l'amour d'un point de vue corporel. Voilà. C'est une des questions, il y en a vachement plus. La fantaisie n'est pas exempte d'histoires d'amour. Alors là, c'est vraiment une série emblématique, puisque toute l'organisation de ce monde est basée sur les différentes formes de sexualité, depuis la plus courante jusqu'à la plus perverse. Il y a une maison et une manière de satisfaire tout le monde. Voilà. Si vous voulez explorer cette somme, il y en a plusieurs à la suite les uns des autres. Ça, c'est un seul volume édition. Alors ça, c'est juste le premier. Tu vois. Ah oui, oui, en plus c'est juste le premier. Encore, c'est pas le plus gros. Hein. C'est pas le plus gros. Je vais faire la pile au fur et à mesure. Je vais disparaître. Derrière la pile. En tout cas, la couverture pareillement est très jolie chez Page Jaune. Ah, mais oui, celui-ci. La Nuit des Temps de Barjavel. Alors, oui. Tu as lu celui-là Tu te souviens Il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Donc, les humains trouvent les restes d'une civilisation au niveau du continent sud, et puis déchiffrent au fur et à mesure les codes
une espèce de visionnage de ce qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette civilisation. Et tout se passe à cause d'une histoire d'amour, puisque il y a un couple qui veut vivre un amour impossible, complètement contrarié par un méchant tout-puissant. Bien, je vous donne pas la fin parce que c'est un roman à chute, si ce n'est qu'on verse vraiment une petite larme à la fin. Voilà, à chaque fois, l'émotion. L'émotion est forte. Je sais pas si c'est le meilleur roman de Barjavel. Celui-là est très fort quand même. Les autres sont peut-être moins basés sur l'émotion. Moins introspectif. Moins introspectif, celui-ci. Ah bah oui. À nouveau de la fantaisie. Eh oui, Estelle Faye. Forcément, Estelle Faye. Bonjour Estelle. Dans celui-là, alors, des histoires d'amour, il y en a pas mal. Oui. Elles sont toutes extrêmement non conventionnelles. Oui, toutes. Toutes. C'est un tour de force quand même. Il faut arriver à mêler une histoire dark fantasy qui ne soit pas du tout épique, passionnante et avec à chaque fois des relations extrêmement compliquées entre les différents personnages. Voilà. Elle est très forte pour ça, Estelle Faye. Peut-être un de mes best Estelle Faye. Pas mal. Citer Octavia Butler. La sexualité est toujours présente chez Octavia Butler, avec plein d'autres thèmes qui tournent autour de l'émancipation. C'est une autrice afro-américaine qui a disparu un peu tôt, mais qui fait toujours référence dans les livres, sont heureusement bien réédités en ce moment par le Diable Vauvert. Vous pouvez pratiquer ce volume-là. Écoute, joli listing. Mal, hein. Joli listing, ma foi, on peut peut-être, je pense, s'arrêter là. On a déjà une bonne dose. Et le mois prochain, pas la semaine prochaine, le mois prochain, mois de mars, on en profitera pour vous présenter plus longuement le festival Grès Imaginaire qui va avoir lieu à Crolles en avril. C'est ça. Début avril. Le 6 et 7 avril. Donc il sera bien temps de vous teaser. Ça va être sympathique tout plein. Il y a plein d'auteurs, plein d'autrices. Et moi, je m'en occupe de 15. Waouh, et Fred en a 15 à gérer et ça va très bien se passer. Il n'y a aucune raison. Il y a pas de raison. Il y aura des tables rondes. On vous présente tout ça le mois prochain. En attendant, faites-vous donc une petite liste parmi les bouquins qu'on vous a présentés, qu'il s'agisse de Morgane, de Lougène ou de tous ceux que Fred vous a montré. Voilà, il y a du bon, il y a du très bon. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied, si je puis dire, livre à votre main. Et puis si c'est pas à offrir cette année, ça sera pour l'année prochaine. Et ben voilà. Ou l'année encore d'après, ou encore d'après, ou encore d'après. Ça dépend si... Tant qu'on est là. Voilà. Tant qu'on est là. Vous avez l'âme sœur, si elle se présente, si vous faites en sorte de la séduire ou de le séduire via un de ces bons bouquins. Exactement. En tous les cas, soyez heureux. Merci de suivre ces vidéos. Et à la prochaine. À bientôt.